Bonjour, content de te retrouver pour une nouvelle vidéo de cette série de cours en ligne aux sources de la naturopathie. Alors je me présente, je m'appelle Jean-Philippe de la Monica, j'ai 30 ans de naturo, je suis tombé dedans très jeune. D'ailleurs je suis tombé dedans dès tout petit, étant donné que j'étais élevé dans une ambiance hygiéniste. Ma grand-mère, je vais t'en parler, de ma grand-mère qui a été guérie d'un psoriasis géant par Henri-Charles Geoffroy. Et donc aujourd'hui j'ai décidé en fait de te partager des éléments qui touchent aux origines de la naturopathie et à la réflexion philosophique conceptuelle de ce qui s'est passé en fait et de pourquoi la naturopathie a été créée. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça c'est une manière de te dire reste bien là. Je vais dire des choses super importantes. Non vraiment, si tu t'intéresses à la naturo, je t'invite à écouter cette vidéo vraiment du début jusqu'à la fin parce qu'on va vraiment toucher des choses qui sont importantes. Ok, allez c'est parti. On va remonter le temps. Et alors, attends, non, comment ça marche? Comment je fais pour bouger mon PowerPoint? Voilà. Ok, j'ai trouvé le petit bouton. L'illusion du progrès. En fait, on va remonter dans les années début 1900. Début 1900, tu as peut-être lu le livre « La gloire de mon père » de Marcel Pagnol, ou peut-être que tu as vu le film, où tu vois cet instituteur qui est là en septembre 1900 et qui fait l'éloge de la science, du progrès technique, de la technologie, de l'électricité et de la science qui vont sauver l'humanité de sa noirceur, qui vont apporter le salut à l'humanité. Au début du siècle des années 1900, on était vraiment dans l'apogée de la pensée matérialiste, colonialiste, occidentale. L'Occident pensait d'ailleurs que c'était son devoir de coloniser l'ensemble de la planète pour sortir l'humanité de l'obscurantisme. Et d'ailleurs, quand tu regardes, c'est Jules Ferry, homme de gauche, qui naïvement, je ne sais pas, en tout cas, pensait que c'était un progrès que d'aller coloniser le reste de l'humanité, pour éloigner l'humanité de la préhistoire. Et on va voir que cette belle illusion du début des années 1900, elle s'est confrontée à un principe de réalité, qui a été la première guerre industrielle, la grande boucherie de 14-18. C'est-à-dire qu'avant 14-18, je dirais que cette guerre de 14-18 a commencé à sonner le glas de cette pensée matérialiste, capitaliste, industrielle. Jusqu'à maintenant, les guerres qu'il y avait eu, c'était deux armées qui se retrouvaient, les guerres napoléoniennes, par exemple, on se retrouvait sur un champ de bataille, on se rencontrait, on se tapait dessus, c'était fini. Là, c'est la première guerre industrielle de l'histoire de l'humanité. On va avoir des hommes qui vont venir de tous les continents, parce que la France va faire appel à ses colonies. Il va y avoir des Africains qui vont venir mourir dans les tranchées de Verdun, des Maghrébins, des Asiatiques. Bref, c'est la première guerre industrielle mondiale qui n'a été rendue possible que parce qu'il y a eu tous ces progrès scientifiques, technologiques. Le rêve d'une technologie qui vient sauver l'humanité s'effondre dans les tranchées, se fracasse en fait sous le bruit des obus, du gaz sarin et de cette atroce guerre. Ce fut un véritable choc. C'est la première fois que l'industrie servait la mort avec une telle échelle. Cet événement a brisé la confiance aveugle dans le modernisme et a révélé les dangers d'un humain déraciné de la nature. C'était une véritable boucherie. Eh bien, c'est de cette boucherie-là que va naître toute une réflexion plutôt. Cette boucherie, si tu veux, va être le terreau d'une réflexion qui va emmener un certain nombre d'hommes à se poser des questions sur la nature de l'être humain, sur le devenir de l'être humain, sur son rôle sur Terre. Et on va voir apparaître le début du mouvement hygiéniste. Alors quand je dis le début, c'est plutôt que ça a été un terreau fertile et que ça a suscité une réflexion. Il faut imaginer quand même la situation. Les survivants de 14-18, donc fracassés psychologiquement, dans des états de santé catastrophiques, je ne te parle pas de toutes les gueules cassées, on a eu vraiment un véritable traumatisme collectif. Et là, il y a un homme, Henri-Charles Geoffroy, qui a été gazé dans les tranchées, qui devait mourir. Il était considéré comme mort. La médecine ne lui donnait pas beaucoup d'espérance de vie. Il a refusé la fatalité, il s'est soigné par des méthodes naturelles qu'on appelle l'hygiénisme, et plus tard, ça sera lui le fondateur de la revue La Vie Claire. Il faut bien voir que tu as un parallèle entre l'industrie militaire, les gaz par exemple, et d'ailleurs les pesticides. Ce sont en fait les mêmes consortiums
industrielle. Ça, on développera ça dans une prochaine vidéo, qui sera à venir sur ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Et on peut vraiment voir ces liens qui sont... C'est pas du complotisme, hein, peut-être que le complotisme est une forme de réalisme, va savoir, c'est un autre sujet. Donc, clairement, on va voir qu'il y a vraiment une corrélation entre l'industrie pétrochimique, l'industrie militaire, l'industrialisation, l'agriculture moderne. Tout ça, en fait, c'est pas arrivé par hasard. Et en fait, c'est du recyclage. Par exemple, les nitrates, tu te sers des nitrates pour faire des bombes, des explosifs. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait une quantité tellement importante de nitrate, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ah tiens, si on le mettait sur le sol, ah bah oui, NKP ça stimule, oui, ça stimule la vie du sol, c'est seulement si tu as de la vie dans le sol. Sauf que quand tu n'as plus de vie dans le sol, ça marche plus. Ça, c'est un autre problème. Donc la maladie n'était pas la fin, mais c'était le début d'une prise de conscience. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience assez importante dans les sociétés occidentales, en France, en Angleterre, en Allemagne, qu'il y avait un truc qui clochait, si tu veux. On nous avait vendu quand même l'idée que la philosophie matérialiste, la science, le progrès, la technologie allaient permettre de vivre plus heureux et de résoudre la misère. C'était quand même le deal, et c'est toujours le deal qu'on nous propose. Il semblerait que ça ne marche pas tout à fait comme ça. Donc, cet homme, Henri-Charles Geoffroy, il va se soigner de manière naturelle. Voilà, je bouge, tiens, je me mets ici dans l'eau. Il va se soigner de manière naturelle, tout simplement par les approches du docteur Paul Carton, avec de la lumière, avec de l'air, avec de l'alimentation naturelle, avec de l'eau. Et à l'époque, si tu veux, tu n'avais pas tous les compléments alimentaires. Aujourd'hui, une bonne partie du milieu des naturopathes s'est transformée en gélulopathes, des vendeurs de gélules magiques, de compléments alimentaires. Ok. Sauf qu'à la base, c'était pas ça du tout. Moi, j'ai été formé à une époque, dans les fin des années 90, où le marché du complément alimentaire n'était pas aussi important, et on primait d'abord sur l'exercice physique, l'exercice respiratoire, tous les fondamentaux, on apprenait les fondamentaux, on les pratiquait, et ensuite seulement arrivait ce qu'on appelait les biothérapies, qui étaient placées après. D'ailleurs, on appelait ça la naturothérapie. On faisait la différence entre la naturopathie orthodoxe, la naturopathie hygiéniste, vitaliste, et l'approche naturothérapique. Aujourd'hui, c'est la naturothérapie qui a pris le dessus en se faisant appeler naturopathie fonctionnelle. Alors ça fait sérieux, fonctionnel, on fait des analyses de sang, etc. On fonctionne, on est dans des analyses, dans une approche micro, hein, et à côté, on met des compléments alimentaires, mais en fait, on passe à côté de l'essence même de la chose. Henri-Charles Geoffroy, il n'avait pas eu besoin de ça pour se soigner suite à la Première Guerre mondiale. Ok. Donc à l'époque, pas d'échappatoire commercial, pas de compléments alimentaires. La phytothérapie, il y a un petit peu de teinture mère, il y a des plantes séchées, il n'y a pas d'huile essentielle. Hein. L'industrie de l'aromathérapie n'existe pas encore, en tout cas c'est naissant. Ça arrive dans les années 30. Et puis la gémothérapie n'existe pas. D'accord ? Donc en fait, ils ont un arsenal, on peut dire, thérapeutique, entre guillemets, en biothérapie, beaucoup moins important qu'aujourd'hui. Et ils traitent des problématiques bien plus complexes qu'aujourd'hui. Et ça doit aussi nous faire réfléchir en tant que naturopathe sur comment, dans nos pratiques, en fait, nos pratiques, est-ce qu'elles n'ont pas été, on peut dire, dévoyées, est-ce qu'elles n'ont pas glissé vers une forme de côté mercantile? Alors moi, je me souviens, quand j'ai fait mes études au Sénat, on me disait, oui, mais les gens, ils demandent, il faut répondre à la demande de la personne, et puis après, progressivement, on la fait venir vers. Donc il y avait cette idée de compromis, déjà. Sauf que ce compromis, il a fait quoi? C'est que progressivement, 30 ans plus tard, ça a complètement glissé, que la naturopathie traditionnelle orthodoxe était très mal comprise, n'est même plus enseignée. Certaines pratiques comme les lavements, comme les douches rectales, comme le lavement du nez, je sais pas, il y en a plein d'autres, hein, comme le poser des sangsues, utiliser l'argile. Les jeunes naturaux, souvent, ils connaissent pas ça leur paraît complètement fou. Jeûner, faire des cours de monodiète encore plus, etc. Bref, on s'est éloigné de ces fondamentaux, d'où ces vidéos pour essayer de reposer, je dirais, l'église au milieu du village. Donc, Henri-Charles Geoffroy se guérit par des moyens naturels. Et donc, il en fait sa vie, et ça devient son combat. L'hygiénisme est un art de retrouver la bonne santé par des fondamentaux sans artifice. C'est-à-dire que l'approche hygiéniste, tu ne consommes pratiquement rien. Tu vas prendre peut-être quelques tisanes que tu vas acheter. Ça va dépendre de ce que tu vas manger. Tu vas surtout respecter tes rythmes de vie. En fait, c'est du bon sens. L'hygiénisme, c'est quoi? C'est le mode d'emploi naturel de l'être humain sur Terre.
en dehors de tout contexte socio-économique. C'est des fondamentaux. Et l'hygiénisme d'aujourd'hui, c'est le même qu'il y a 10 000 ans, c'est le même dans n'importe quel coin de la planète. On est soumis aux mêmes lois biologiques. Ça, c'est important de le comprendre parce qu'il y a en fait l'idée de progrès qui est arrivée, le progressisme en naturopathie. C'est assez drôle d'ailleurs, quand je vois ça, des naturopathes modernes, des naturopathes scientifiques et tout, je me dis, mais waouh, on a vraiment loupé quelque chose. C'était prévisible, si tu veux. C'était prévisible que le temps fasse que les fondamentaux soient oubliés. Et moi, j'ai commencé à le voir déjà quand je discutais avec des anciens qui avaient suivi Marchesso, quand je voyais le discours qu'ils avaient et la lucidité d'esprit, c'est-à-dire les raisonnements qui étaient hyper clairs, hyper simples, hyper bien posés. Et j'avais trouvé que c'était complexifié. En fait, le temps fait qu'on intellectualise les choses. C'est que moins on est connecté à la réalité, plus on intellectualise. Moins on pratique, plus on met de mental. Ça, c'est une grande tendance. C'est comme ça, c'est humain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as des formations incroyables avec des niveaux en termes de science, des niveaux au niveau anat, physio, biochimie. C'est impressionnant. Sauf que ça sert à rien. Parce que les fondamentaux, ils restent les mêmes. Donc, ça nourrit l'intellect, certes. Mais est-ce que vraiment ça fait des bons naturopathes qui vont intégrer dans leur quotidien? Ça, c'est autre chose. Marchesso disait une phrase qu'il faut vraiment que tu retiennes si tu es jeune padawan naturo. Écoute bien cette phrase. Il vaut mieux avoir une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Mieux vaut avoir une tête bien faite qu'une tête bien pleine. C'est-à-dire apprendre à penser vitaliste, apprendre à penser naturo. Je le vois à travers les étudiants qui viennent en stage chez moi, qui sont souvent des personnes qui sont en cours d'études naturo ou qui sortent de formations de naturo, et je leur pose des questions toutes bêtes, et je vois qu'en fait, souvent, les raisonnements vitalistes ne sont pas intégrés, les raisonnements de base ne sont pas intégrés. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont perdus dans le mental, dans la technicité. Moi, je suis pour revenir aux sources. C'est pour ça que je fais ces vidéos, et c'est pour ça que je propose des stages, des formations. C'est la séquence pub. Allez, on continue. Alors, attends, comment ça marche ? Par contre, côté technique, normalement, voilà, ça y est, coucou. Alors, les photos qui sont là ne sont pas les vraies photos. Je fais appel à des IA, hein. Donc là, c'est Notebook qui m'aide en fait. Donc, si tu veux, ce sont mes textes que je mets après dans Notebook, ce qui me permet de me sortir des petites infographies sympas. Je trouve que c'est quand même plus... Voilà, je trouve que c'est mieux. Voilà, j'aime bien. Donc, les pères fondateurs de la naturopathie. On en a 5 grands piliers. Il faut voir que ces gens-là ont posé les graines d'une conscience. Ce sont eux qui ont semé les raisonnements à la base, et il y a peut-être une dizaine, tu vois. En France, moi j'en ai répertorié 5 grands piliers. Dis-moi en commentaire si tu en connais d'autres, si tu penses à d'autres personnes qui ont vraiment semé des graines de lumière dans les esprits. Il y a aussi Edmond Bordos-Vecchielli, j'en ai pas parlé là, j'aurais pu le mettre aussi. Il arrive un petit peu plus tard. Paul Carton, grande figure de la naturopathie, médecin de mots. D'ailleurs, j'ai toute une playlist en hommage à Paul Carton. Et tu trouves d'ailleurs ses livres en accès libre sur Internet. C'est un peu complexe à lire, c'est pour ça que je te fais des synthèses. Henri-Charles Geoffroy, je viens de t'en parler, fondateur de la Vie Claire. Maurice Mességuet, grand monsieur au niveau des plantes, de phytothérapie, qui a quelque part sauvé la phyto. Oui, parce qu'il faut que tu saches une chose quand même, c'est que la seule loi qui est restée post-Seconde Guerre mondiale, du régime de Vichy de Pétain, tu sais laquelle ça a été ? Elles ont toutes été détricotées. Hein. Pétain, allez, ok, collabo, très bien. Il y a une loi qui est restée, celle sur l'herboristerie. Tiens, c'est Pétain en 1941 qui a décidé la fin de l'herboristerie. C'est-à-dire qu'on n'avait plus le droit d'enseigner l'herboristerie. Si on a encore des herboristes, c'est un véritable miracle. C'est surtout parce qu'il y a des hommes comme Maurice Mességuet, comme Rika Zaraï, à qui je rends hommage, une très grande dame. Je ferai des vidéos aussi sur Rika Zaraï, parce que la pauvre, elle était stigmatisée, on s'est foutu de sa gueule. Et moi, j'ai vu son histoire, je l'ai écoutée en conférence. Tu l'écoutes, tu pleures, d'accord ? Tu pleures, parce que tu vois, quand tu as la sincérité de quelqu'un qui a vécu quelque chose de fort, tu peux pas rester insensible. Raymond Dextré aussi, un grand monsieur, bon là il y a une petite faute d'orthographe, Pierre Valentin Marchesso, Marchesso ça s'écrit pas comme ça, hein, mais bon c'est comme ça, Marchesso qui est, on peut dire, la personne qui a synthétisé et qui a vraiment porté le mouvement. En fait, tous ces grands hommes se
connaissais, ils n'étaient pas forcément copains, parce que c'était pas les mêmes courants, et puis c'est des hommes forcément qui ont développé des égos très forts. Mais tu me diras, c'est pareil aujourd'hui. J'en parlais avec une personne naturo qui connaît un peu des personnes qui sont bien connues sur les réseaux, et je lui disais, mais ça serait génial si on réunissait un tel, bon, je vais pas dire de nom, je vais pas avoir de problème. Elle m'a dit, mais c'est impossible, ils ont tous des égos surdimensionnés, et en fait, ils se prennent tous, bah oui, ça c'est le problème de l'être humain, c'est que quand on commence à être connu, reconnu, eh ben, il y a une inflation d'ego, et on devient monsieur un tel, ou monsieur un tel, qui a X milliers de vues, et on se sent plus pissé. On oublie juste une chose, c'est qu'on est mortel, et qu'on ne restons que des humains. Bref. Donc, tous ces gens-là ont œuvré dans la même direction, c'est ça qui est important, et ils ont transformé une intuition en un mouvement quelque part structuré et pas structuré. C'est-à-dire que la naturopathie, c'est à la fois quelque chose qui est structuré dans ses racines, dans le sens où il y a un consensus pour parler du vitalisme, pour parler d'un certain nombre de points qu'on va développer plus tard, et en même temps, c'est comme un essai, si tu veux. Il y a plein de courants, c'est comme un arc-en-ciel, d'où la complexité aussi de ce milieu. Alors, voilà. Nager à contre-courant. Alors ça, c'est très très important quand tu te lances dans la naturo. Beaucoup de personnes, en fait, viennent dans la naturopathie, pas parce qu'ils sont convaincus que ça marche, mais parce que c'est un secteur porteur. Ce sont souvent des gens qui viennent d'un milieu conventionnel, et ils n'ont qu'une idée, c'est normer la société pour que ça devienne quelque chose de respectable, de reconnu, etc. Ces gens-là ne sont pas des naturopathes, ce sont des gens qui viennent utiliser, se servir, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au service de la naturopathie, ils se servent de la naturopathie pour faire du business. Tous les gens qui ont modifié, qui ont apporté quelque chose de grand dans le milieu de la naturo, ont nagé à contre-courant. Ces mouvements n'ont existé que par la force de conviction et la foi. Parce que oui, c'est un acte de foi dans notre société moderne, basée sur le matérialisme et le scientisme, de dire, bah non, nous on est vitaliste, on considère que le corps il s'auto-répare. Il y a une intelligence créatrice dans la nature, ce qui induit la notion de Dieu. Dans un monde spiritualiste athée, tu comprends bien que c'est pas très bankable. Hein. Ce sont des gens qui ont fait des choix conscients de défendre des valeurs face à une société qui partait dans une direction opposée. On a quand même l'exemple, il y a quelques années, du Covid. Les gens qui ont résisté, qui ne se sont pas fait vacciner, ce sont des gens qui avaient des valeurs et qui ont porté leur foi, pour ne pas dire autre chose. C'est ce qui manque le plus, en fait, aux nouvelles générations de naturopathes, c'est cette force de conviction, de certitude. Et c'est ce qui aussi n'est plus cultivé dans de nombreuses écoles, tout simplement par désir d'être reconnu, et puis de faire du chiffre d'affaires, et d'avoir un discours qui est édulcoré, qui est consensuel, qui est politiquement correct. Souvent on me dit, oui, mais Jean-Philippe, il faut pas trop ceci, il faut pas trop cela. Bon. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette approche. Je trouve que c'est en fait une forme de renoncement par rapport aux hommes qui nous ont précédés, tu vois. C'est le piège de ce que j'appelle le consensus mou. Aujourd'hui, on est piégé par ce côté politiquement correct. Moi, je suis né en 74, je suis une génération où il y avait le cola Rochaud, la plémette du samedi soir. J'étais gamin, donc j'étais pas spécialement un fan de ça, mais tu vois, t'avais les inconnus, t'avais tout un sens critique et un côté aussi provoque, un côté impertinent. Un Coluche, des proches ne pourrait plus exister aujourd'hui. On a une société en fait qui s'est normalisée. Les IA participent à cette normalisation. Alors tu vas me dire, oui, mais toi tu utilises les IA. Oui, j'utilise les IA parce que c'est un gain de temps, que je suis tout seul à tout faire sur ma petite chaîne YouTube et dans mes cours. Donc ça me permet d'avancer beaucoup plus vite aussi pour pouvoir te donner du contenu gratuit. Okay. D'ailleurs, j'en profite, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Tu as le droit de ne pas être d'accord du moment que tu es courtois. Moi, j'accepte toutes les critiques du moment que la base, c'est voilà, la courtoisie et un langage correct. Et je suis tout à fait ouvert au dialogue, à la discussion, à l'échange. Pas d'accord, oui, il faut faire reconnaître la naturo, mais non, il faut le faire. Non, personnellement, je pense que c'est une grosse hérésie. Mais ce n'est que mon point de vue. Donc, on a peur aujourd'hui d'être trop ceci ou pas assez cela, peur d'être étiqueté très extrémiste, complotiste, sectaire. Tu vois, quand j'ai fait ma formation naturopathie, le truc, c'est qu'on avait peur d'être étiqueté sectaire. Oh, si on nous mettait le mot secte, c'était catastrophique. Ok. Et d'ailleurs, on ne se gênait pas pour nous mettre sectaires. Après, ça a été complotiste. Il y a eu le 11 septembre, alors, tous ceux qui posaient des questions, comment, ceci, cela, bref, pourquoi tu as 3 immeubles qui s'effondrent quand on a 2 qui sont touchés, bref, c'est pas grave. T'es complotiste, ok. Et puis là, maintenant, c'est
pseudo-science. Voilà, à chaque fois ça change un petit peu. Donc si tu veux en 30 ans, bah moi j'ai quand même un petit peu l'expérience du sujet. Voilà, donc ok, sectaire, complotiste, ceci, cela, ok, on nous affabule de plein de choses. Bon, ok, si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de souci. En fait, c'est cette peur anticipatoire du rejet, d'être stigmatisé, qui a fait qu'en fait il y a eu un tiédissement qui a affaibli la puissance originelle du mouvement de la naturo, du message de la naturo. C'est ce qui fait qu'aussi, pendant le Covid, tu as des gens qui se sont couchés, qui se sont mis à ramper, et d'autres qui sont restés debout, qui ont dit non, moi je suis pas d'accord, votre truc. Moi j'étais très généreux, hein, j'ai laissé ma place à d'autres personnes qui voulaient à tout prix se faire vacciner. Je suis pas contre le vaccin, simplement, pas pour moi. Voilà, en mon âme et conscience, objection de conscience, objection mon honneur, monseigneur, je sais pas ce qu'il faut dire, enfin bref. Voilà, on a aussi cette notion d'objection de conscience et de choix d'âme. Et moi, mon âme, elle me disait, tu passes ton tour, tant pis. Donc tu vois, c'est ça aussi la naturo, c'est à un moment donné d'accepter de ne pas être dans les clous, accepter d'être hors système, accepter d'être stigmatisé. Ben oui, comme les Cathares, ils ont été stigmatisés, bon, eux, ils ont terminé sur le feu, j'espère que ça ne sera pas notre cas. Si je fais cette vidéo, bien sûr, et que tu es toujours là, la vidéo, elle fait déjà 20 minutes, c'est que, déjà, je te remercie, c'est que tu as passé un certain nombre d'étapes dans cette vidéo, donc si tu es présent, c'est que forcément, ça te parle. Ou alors, tu es en train de me démonter en me disant, ouais, celui-là, c'est un complotiste, anti-vax, etc. Moi, je suis anti-rien du tout. À la base, je suis pro. Je suis pour la vie, je suis pour un monde de paix, d'harmonie. C'est le but de la naturopathie, à la base. Je pense qu'on peut vivre sur Terre, en harmonie. Je pense qu'on est fait pour vivre proche de la Terre, que la vie en ville déstructure l'être humain, et que notre place, en fait, notre rôle, c'est peut-être tout simplement de recréer un vaste verger, un vaste jardin d'Éden sur Terre. Voilà. Donc, bon, allez, je reviens au cœur du sujet. Donc, ce consensus mou, tout ça pour te dire que, ouais, ce consensus mou, c'est ce qui tue les choses, en fait. Et dès qu'un mouvement s'embourgeoise, ce qui est le cas de la naturo, dès que ça devient un business, ce qui est le cas de la naturo, on a une perte de sens, et donc en fait le discours de fond s'édulcore. À la base, la naturo, c'est une remise en question de la société moderne, industrielle, consumériste, capitaliste. Donc on va au-delà des clivages politiques, parce que tu regardes la gauche et la droite, ils te proposent quoi? De consommer plus, et de produire plus. Capitalisme, marxisme ont le même but, exploiter la nature. Donc c'est pas une réflexion qui va très loin d'un point de vue philosophique, spirituel. La naturopathie s'inscrit dans une remise en question fondamentale de l'orientation qu'a prise l'humanité depuis quelques centaines d'années, et de cette accélération laquelle on insiste. Alors, la question c'est qui est vraiment extrémiste? Est-ce que l'extrémisme ne serait pas plutôt du côté du matérialisme? Si on se place du point de vue de la nature, si on se place du point de vue, par exemple, des peuples premiers, eux, ils n'ont rien demandé. Ils vivent grâce à leur environnement naturel. Ils sont connectés à leur environnement naturel, ils n'emmerdent personne, ils ont une empreinte écologique qui est zéro. Et à côté, tu as le monde moderne qui arrive, où il faut exploiter la nature, les ressources, donc détruire. Notre monde actuel est complètement extrême, si on se place de ce point de vue. Il n'y a aucune concession, il n'y a aucun équilibre. Si on peut forer, on fore. Si on peut couper des arbres, on coupe. Si on peut polluer, on pollue. Il n'y a pas plus extrême, il n'y a pas plus totalitaire que le modernisme technoscientifique. Alors il faudrait à côté rester tout sage et dire oui, non mais non, tu comprends, tu comprends, oui, non mais il ne faut pas être trop extrême quand même. Oui, non mais où se place l'extrême? Je te pose la question. Voilà. Mais moi en commentaire, ça m'intéresse, savoir ce que tu en penses. Pour moi, c'est plutôt la société moderne qui est extrémiste. Et qui laisse aucune place, il n'y a aucune alternative possible. Il n'y a aucun pays au monde qui est épargné. Aucun biotope. On prend une règle, on ne peut pas construire là, on construit. On change une loi et voilà. Donc la philosophie matérialiste ne fait aucun compromis, elle ne laisse aucune échappatoire à ceux qui veulent vivre différemment. Alors la naturopathie n'est pas une rébellion, c'est un retour à la norme. C'est-à-dire que nous on considère qu'en fait, on n'est pas en rébellion face à la société, on veut se renormer face aux lois de la nature. Tu vois la différence? Et je pense que c'est une démarche qui ne peut être que volontaire, de manière personnelle. On ne peut pas changer cette société. C'est trop fort, c'est trop gros. On peut se changer soi-même, se reconnecter à un mode de vie, témoigner,
éventuellement accompagner, ça serait le rôle du naturopathe. Mais aujourd'hui, la plupart des naturopathes, ils vivent en zone urbaine, ils ont un cabinet, ils veulent gagner beaucoup d'argent pour aller à Punta Cana et à Bali pour aller boire des mojitos et faire des cours de yoga et manger et faire une stage de produits crus. Enfin, c'est ridicule, tu vois. À l'échelle globale, c'est ridicule, en fait. Donc, la pensée de base naturelle, c'est vraiment d'avoir une réflexion sur la société et dire peut-être qu'un autre monde est possible. Voilà. Donc voilà, je voulais te partager ça sur cette vision première de la naturo, la vie d'avant. Alors oui, c'est sûr qu'on va me dire le passéisme. Alors oui, Jean-Philippe, t'es passéiste. Et on va pas revenir au Moyen-Âge quand même. Hein. Ben non, faut pas déconner. Mais qu'est-ce que t'en sais du Moyen-Âge? Est-ce que t'as déjà pensé que les gens ils pouvaient être plus heureux? Alors, probablement, oui, c'est sûr qu'ils se chauffaient à 10 degrés. Tu vois, moi à côté, j'habite dans le Lot. Je vois comment vivent les anciennes fermes. T'avais les animaux en dessous, donc t'avais quoi le modèle économique d'avant, c'était quoi? T'allais pas bouger de plus de 50 km dans ta vie, tu vois. Dans ta life, si tu bougeais à plus de 50 km, c'était un maximum, tu vois. Tu sais, comment ça s'appelle, les préfectures, les sous-préfectures, c'était à la Révolution française, pour que les gens il fallait que ça soit à moins maximum d'un jour de cheval, ok, pour pouvoir administrer. Bon, avant l'ère industrielle, la vie, elle était cyclique, elle était locale. Le voyage, ça n'existait pas. Les vacances, ça n'existait pas. Tu étais dans un rayon de moins de 50 km et tu vivais en hyper local. Tu vivais en fait comme des cellules. Les villages étaient des formes de petites cellules. Hein. Alors certes, il n'y avait pas que du rigolo. Ça, c'est clair. Les modes de vie étaient plus durs. Ok. Il faisait froid l'hiver, tu dormais à 10 degrés, tu avais le cantou, tu te dormais sûrement à côté, tu prenais des braises que tu mettais à l'intérieur, etc. Mais probablement que ton corps, il était bien adapté. Okay. Mais l'humain n'était pas encore un consommateur déraciné. Il y avait énormément de fêtes aussi dans le village. Quand c'était le cochon, par exemple, nous ici à la campagne, il y en a qui tuent encore le cochon, et ben tu as plusieurs personnes qui viennent, c'est une fête. Donc tu avais une entraide, une solidarité, parce que tout seul, de toute façon, t'es mort. Okay, ça marche plus. La particularité du modernisme, le modernisme a fait que, comme on a sous-traité, je dirais, à ce qu'on appelle des esclaves, ce que Jean-Marc Jancovici appelle des esclaves énergétiques, eh bien en fait, on n'a plus besoin d'être solidaire. Avec l'argent, t'achètes tout. Ok. Ouais. Sauf que socialement, ça a ses limites aussi, parce que l'être humain est un être social. Donc on peut se poser la question, ok, on a eu un progrès matériel qui est fabuleux, qui est extraordinaire. Est-ce que la corrélation avec le progrès intérieur spirituel de l'être humain, ça s'est fait? Est-ce qu'il y a une corrélation? Je pense pas. Et c'est là où il y a peut-être une réflexion. Moi, je suis pas pour revenir, on va pas revenir à l'époque du Moyen-Âge, mais il y a peut-être une réflexion pour une autre société. Tu vois, la base de la naturopathie, c'est une réflexion sociétale, sur le sens de la vie, sur savoir qui nous sommes, d'où nous venons, ce que l'on veut, et quelle société on veut. C'est pour ça que vouloir faire reconnaître la naturopathie, pour moi, c'est une absurdité, et ça signe un manque de connaissances profondes. Je suis désolé si tu fais partie de ces naturopathes qui veulent être reconnus, mais être reconnus par quoi? Tu vas être reconnu par une société qui flingue l'environnement, qui picouse ses populations sans savoir ce que c'est, qui est corrompue jusqu'à l'os. On voit, tu as les dossiers Einstein qui sortent. On le sait, non-naturopathie, les bouquins ils circulent depuis une trentaine d'années. Donc tu crois quoi? Que tu veux être reconnu par ces gens-là? Mais enfin, il faut se réveiller, les gars, quoi. Mais non, ils veulent être reconnus parce qu'ils pensent qu'en fait, ils vont développer leur activité d'un point de vue économique, parce qu'ils seront reconnus, ce qui est une aberration complète. Plutôt que t'occuper à penser, à réfléchir, à proposer, ils veulent être reconnus. Voilà. Bon, ok, allez-y les gars, sans moi. Voilà, donc, petite réflexion sur le mode de vie d'avant. On arrive à la fin, voilà. Voilà, donc, écoute, mets-moi en partage ce que t'en penses. Je te dis à la prochaine.